Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition 2020 de la Fête de la Science organisée par l'AFM Téléthon, l'apéro au labo. Je m'appelle Mathilde Rognot, je suis salariée de Généthon et je vais modérer ce soir cet apéro au labo que nous allons partager ensemble pendant environ 1 heure. Ce soir, nous allons recevoir Frédéric Reva, qui est le directeur général de Généthon, le laboratoire de thérapie génique de l'AFM Téléthon. Bonsoir Frédéric. Alors, l'AFM Téléthon, c'est une association, vous le savez, une association de malades et de parents de malades. Son combat vise à la fois à mettre au point des médicaments innovants pour traiter les maladies neuromusculaires et puis à aider ces patients atteints de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leur pathologie qui est souvent rare, évolutive et puis pour beaucoup incurable. L'AFM Téléthon développe une stratégie d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elle finance la recherche sur des centaines de pathologies. Alors évidemment les pathologies neuromusculaires, mais aussi les maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau ou même des déficits immunitaires. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler de Généthon et des 30 ans du Généthon. Généthon, c'est donc le laboratoire de thérapie génique de l'AFM. En 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses. C'est une véritable aventure humaine et scientifique avec des progrès vraiment fantastiques que Frédéric Reva va nous relater dans les minutes qui viennent. Juste avant de lui donner la parole, je voudrais juste rappeler quelques règles à tout le monde pour que le chat se passe le mieux possible. Donc Frédéric va parler pendant 30 à 40 minutes. Voilà, il va vous présenter les 30 ans de progrès réalisés grâce à Généthon. Et puis après, vous aurez un espace de 20 à 30 minutes pour lui poser toutes les questions que vous voulez. Cependant, je vous demande s'il vous plaît d'éteindre à la fois vos caméras et vos micros pour que la présentation puisse se faire dans les meilleures conditions et de poser vos questions via le chat, donc par écrit. Et puis moi, à la fin de la présentation de Frédéric, je lui relayerai vos questions à l'oral et il vous répondra en direct. Voilà, Frédéric, la parole est à toi. Merci Mathilde, bonjour à tous. Écoutez, très content d'être en contact avec vous ce soir. C'est une fête de la science un peu atypique qu'on vit cette année, bon, pour des raisons que vous connaissez tous. Donc j'aurais préféré vous accueillir en réalité dans les laboratoires eux-mêmes, de pouvoir vous voir voilà, en chair et en os et pas simplement à travers l'écran. Mais voilà, on s'adapte aux circonstances et très content aujourd'hui de pouvoir parler des 30 ans de Généthon. Généthon a célébré ses 30 ans il y a quelques jours. Et Généthon, on dit souvent que c'est le laboratoire du Téléthon. Alors, c'est pas le seul laboratoire du Téléthon, mais on dit souvent le laboratoire du Téléthon. Et je vais vous expliquer comment est-ce que, à partir de la volonté de malades, de parents de malades, la volonté d'une association, on a créé un leader mondial dans son domaine, qui est celui de la thérapie génique, donc des traitements extrêmement innovants pour les maladies rares, et sur un modèle unique au monde qui est celui d'un laboratoire de recherche pharmaceutique, mais qui est à but non lucratif. Je pense que vous connaissez peu de laboratoires de recherche pharmaceutique qui sont à but non lucratif, et c'est notre cas. Alors, je vais partager avec vous ma présentation. Hop, hop, ça marche. Alors, hop. Voilà. Alors, Mathilde, est-ce qu'on voit ma présentation? Oui, c'est parfait, on voit très bien. Très bien. Parfait. Alors, plutôt que de commencer par des longs discours, j'avais envie de partager avec vous un film. Et derrière ce film, il y a des malades. Ce sont les enfants atteints d'amyotrophie spinale de type 1, une maladie gravissime qui va conduire à la mort des enfants dans 95% des cas avant l'âge de 2 ans. Une maladie emblématique contre laquelle l'AFM se bat depuis le début. Et puis derrière ce film, il y a un médicament, aujourd'hui commercialisé par un grand laboratoire pharmaceutique, mais derrière ce médicament, et je veux dire, dans ce médicament, il y a les recherches qui ont été faites, les recherches fondatrices qui ont été faites par Généthon. Et donc, ce médicament, il s'appuie sur des découvertes qui ont été faites à Généthon, sur des technologies qui ont été mises au point à Généthon. Et je partage ce film tout de suite avec vous.
Muscular atrophy, or SMA type 1, is the leading genetic cause of death for infants today. A devastating fact this family knows all too well. Our first daughter, she was diagnosed with SMA type 1 at 6 months of age, and she passed away at 15 months old. This is a disease that is devastating for infants. A large percentage of patients die before 1 year of age, but 95+% are gone, unfortunately, by age 2. SMA rapidly robs babies of their ability to move, talk, swallow, and eventually breathe. When Milan and his wife Elena found out they were pregnant with their second child, Evelyn, they prayed for a healthy baby. Unfortunately, that was not the case. When she was born, and the results came back, and found out she was positive for SMA type 1, and we both kind of just broke down. We found out about the clinical trial here at Nationwide Children's Hospital. This is really the first time that we've been able to apply gene therapy to any neuromuscular disease. Today was a very special day for Evelyn. She was given genetic therapy for her missing SMN gene. Babies with SMA are missing a gene vital for development. Through a one-time injection, gene therapy replaces this missing gene. For Evelyn, this gene therapy worked. We start seeing changes as early as 2 months after treatment. She started to push, and she started to get more active, holding her head up. And a little after 3-4 months, she rolled over on her own. Now 3-year-old Evelyn challenges Dr. Mendel to a dance-off at her annual follow-up appointment. She comes back after 3 years, and she runs up to me and hugs me and says, "Dr. Mendel, I love you." I forget that she has SMA. This is a healthy girl, and she does everything that a normal 3-year-old child would do. Something like that has never been achieved before. Well, with our first daughter, it was just devastating to lose a child. You lose all dreams you had for their future, and now we can actually save for college. Voilà, je pense que ce film est très parlant. Ce médicament est arrivé en France en 2019 et depuis, il y a un peu plus de 15 enfants qui ont été traités grâce à ce médicament. Je peux vous dire qu'on a reçu à Généton il y a quelques jours 4 familles avec 4 familles, les parents et les enfants, les enfants étant atteints d'amyotrophie spinale de type 1. Je peux vous dire que les enfants atteints d'amyotrophie spinale de type 1, on en voyait rarement, très rarement. Et puis on savait que quand on les voyait une fois, on ne les reverrait plus jamais parce qu'ils seraient emportés par la maladie. Et là, pour la première fois, on a vu 4 bébés, 4 très jeunes enfants traités, voilà, qui nous faisaient des sourires, qui nous saluaient de la main. Je peux vous dire que voilà, on se dit que ce qui a été fait grâce à Généton, grâce au Téléthon, eh bien là, il y a une vraie... on comprend le sens, s'il le fallait, de tout ce que l'on fait grâce aux donateurs depuis 30 ans. Alors, ceci étant dit, voilà, nous avons été créés, Généton, par l'Association française contre les myopathies, hein, qui est une association de patients et de parents qui a été créée en 1958 par Madame de Quépert pour agir dans un domaine qui était oublié des pouvoirs publics et des industriels, et qui était celui à l'origine des myopathies et qui s'est progressivement élargi en allant des myopathies à toutes les maladies génétiques parce que il y a là clairement des thèmes qui sont communs entre toutes les maladies génétiques. Madame Quépert avait 7 enfants. Parmi ces 7 enfants, elle a eu 4 enfants atteints de myopathie de Duchenne et qui sont tous morts avant, 4 garçons qui sont tous morts avant l'âge de 15 ans, et elle était la première présidente de l'AFM. Je vais vous montrer maintenant un petit film sur l'AFM.
Février 1958, quelques parents dont les enfants sont atteints de la myopathie se regroupent. Confrontés à l'ignorance du corps médical, ils veulent se battre. Ils créent l'AFM, l'Association française contre les myopathies. Enfin, pour nous, 4 garçons handicapés, 4. Apprendre à mourir à 4 garçons, les assister jusqu'au dernier jour. Alors qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait la lutte, il fallait bagarrer. Ses parents n'étaient pas très nombreux. Ils étaient issus de milieux différents, venus de régions différentes, mais tous mus par un seul instinct, celui de sauver leurs enfants. Quand je suis allé à Saint-Vincent-de-Paul voir un grand patron, il m'a dit oh, vous savez, on vous a dit de ne pas le fatiguer parce que ses muscles étaient fragiles. Laissez-le faire pour ce qu'il a à vivre. Puis faites-en un autre. L'AFM collecte ses revenus grâce à des kermesses et des quêtes sur la voie publique, un réseau de délégués régionaux secrets ainsi que des journées nationales d'information sur la myopathie. Pour la première fois, l'ignorance et l'indifférence sont rompues. Aider, guérir, rien n'existe, tout est à faire. Permettre aux malades d'être plus autonomes en important en France les premiers fauteuils électriques. Accueillir et prendre en charge les myopathes adultes avec la création de la résidence La Forêt. Faire reconnaître par la sécurité sociale la myopathie comme une maladie longue durée. Mais aider les malades, ça ne suffit pas. Dans ces années-là, tous sont conscients des limites de la médecine où seuls les bains chauds quotidiens sont prescrits. Il faut aller plus loin, il faut guérir, il faut déclarer la guerre à la maladie. Il faut l'éradiquer, attaquer le mal par la racine pour en comprendre l'origine. C'est alors que les rencontres entre l'AFM et les spécialistes, chercheurs et médecins se multiplient et s'accélèrent. Le premier conseil scientifique de l'association voit le jour en 1981. Il y a eu très vite grande confiance entre les familles et ceux qui animaient et qui montaient cette association et le monde médical et scientifique. C'est le 30 septembre 1986 que Anthony Monaco, jeune chercheur américain de 26 ans, annonce la découverte du gène de la myopathie de Duchenne. Le spécialiste américain aurait identifié le gène de la myopathie. Il s'agit là d'un élément avancé, d'une révolution mondiale qui va concerner toutes les maladies génétiques. Donc il y a eu un pas de géant qui a été fait par les chercheurs et nous, il a fallu qu'on fasse un pas de géant pour les aider dans la suite de leurs opérations. Le premier Téléthon français a lieu en décembre 1987. Avec ce succès inespéré, des milliers de bénévoles inattendus se révèlent et se mobilisent dans toute la France pour devenir la force T de demain. Alors, vous avez vu la naissance de l'AFM et puis l'annonce du tournant dans la vie de l'AFM en 87 qui a été l'organisation du premier Téléthon. Et c'est vraiment sur le succès du Téléthon que s'est construit la possibilité d'engager des recherches importantes, sur les maladies rares. Alors le premier Téléthon en France, c'est en 1987, c'est, vous le savez tous, 30 heures de marathon télévisé, c'est un tiers des villes françaises qui sont impliquées dans le Téléthon, 53 000 associations, plus de 2000 bénévoles à l'année, 200 000 bénévoles pendant le Téléthon, 5 millions de participants, 1 million de donateurs et un peu plus de 87 millions d'euros collectés en 2019. Et c'est grâce au succès du premier Téléthon que l'AFM acquiert les moyens d'avoir sa propre politique scientifique et acquiert les moyens de s'engager activement en son propre nom dans la recherche sur les maladies génétiques rares. Alors, quand on parle de maladies rares, de quoi est-ce qu'on parle? En réalité, on parle de maladies rares. Alors, il y a le terme rare, on se dit finalement, ça ne touche pas grand monde. En fait, il s'agit d'un véritable problème de santé publique. Alors, la définition du maladie rare, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui va toucher moins d'une personne sur 2000. Je voulais préciser dans cette diapositive ce que c'était qu'une maladie orpheline, parce qu'on entend parler de maladie rare, maladie orpheline, maladie négligée. Une maladie orpheline, c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement disponible. Et une maladie négligée, c'est une maladie qui n'est pas une priorité pour les laboratoires et les gouvernements. Et ce qui est clair, c'est que l'essentiel des maladies rares sont des maladies orphelines et des maladies négligées. Alors, toutes les maladies orphelines ne sont pas des maladies rares, mais toutes les maladies rares sont, pour l'essentiel, des maladies orphelines et des maladies négligées. Il y a, évidemment, chaque maladie rare
va toucher un nombre limité de personnes, moins d'une personne sur 2000 en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être quelques patients par an en France, ou ça peut être jusqu'à 30 000 patients. Mais elles sont extrêmement nombreuses. Il y a plus de 7000 maladies rares. À 80% d'entre elles, elles ont une origine génétique, d'où l'importance qu'a pour nous la génétique. Origine génétique, ça veut dire que eh bien, elles vont chercher leur source dans le patrimoine génétique, l'ADN, on y reviendra. Ce sont des maladies qui sont souvent sévères, chroniques, invalidantes, qui touchent 3 à 4% des naissances, 6 à 8% de la population mondiale. C'est 3 millions de personnes concernées en France. Et 3 millions de personnes concernées en France, c'est équivalent au nombre de personnes diabétiques. Donc on est sur un problème de santé publique majeur. Et c'est 30 millions de personnes en Europe, 300 millions de personnes dans le monde. Les maladies rares peuvent toucher tous les organes. Et j'ai mis ici, évidemment, je ne vais pas faire la liste des 7000 maladies rares, mais et puis on en découvre tous les jours, mais j'ai mis quelques exemples que vous connaissez peut-être. Alors, les myopathies, la myopathie de Duchenne, les autres myopathies, les maladies métaboliques comme la maladie de Fabry, l'adrénoleukodystrophie, les maladies du système immunitaire, qu'on appelle aussi les immunodéficiences, les maladies de la peau, les maladies du vieillissement. Vous avez ici l'image d'un enfant qui a moins de 15 ans, mais qui est touché d'une maladie qui s'appelle la progéria, une maladie du vieillissement, qui est un vieillissement accéléré et qui va mourir très prématurément, avec, chez qui on va voir dès le plus jeune âge des maladies cardiovasculaires, comme chez les personnes âgées, la perte des cheveux, des rides et un vieillissement donc accéléré. Vous avez des cancers rares, vous avez des maladies de l'œil, des maladies du foie, des maladies du système nerveux. Donc une grande diversité de maladies, souvent graves, et qui affectent pour un grand nombre d'entre elles des enfants et des enfants jeunes. Et c'est donc pour s'attaquer à ces maladies génétiques que l'AFM crée en 1990, en octobre 1990, il y a exactement 30 ans, Généton. Alors, laboratoire de recherche et développement à but non lucratif, à la différence des autres laboratoires de recherche, puisque nous sommes privés, nous ne sommes pas académiques, nous sommes privés, mais à but non lucratif, avec comme objectif la découverte de médicaments pour les maladies génétiques rares, et avec comme source de financement le Téléthon. Alors, la première étape de la vie de Généton, c'est l'étape des cartes du génome. Alors, ça paraît un peu technique comme ça, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, vous avez ici, pas faire de cours de sciences de la vie, mais vous avez ici l'image d'une cellule. Alors, les cellules, qu'est-ce que c'est? Les cellules sont les briques élémentaires qui constituent chacun de nos organes. Alors, ce sont des briques vivantes, ce sont des objets qui font quelques dizaines de microns. Alors, un micron, c'est un millième de millimètre. Alors, vous imaginez un millimètre sur une règle graduée, vous le divisez en 1000, et puis vous prenez quelques dizaines de ces microns, et ça fait la taille d'une cellule. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit qu'au microscope. Les cellules sont vivantes, alors elles ont toutes des fonctions différentes. Les cellules de foie n'ont pas la même utilité que les cellules du cerveau ou les cellules de la peau. On pense plutôt avec le cerveau qu'avec le foie. Mais en tout cas, elles ont toutes à peu près la même organisation. Vous avez ici la vue d'une cellule en coupe. Chaque cellule est entourée d'une membrane qui la protège. Et puis à l'intérieur, il y a le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, on voit des petites structures spécialisées. Vous avez les mitochondries qui vont produire de l'énergie. Et puis vous avez toute une série de structures qui vont être, par exemple, en charge d'éliminer les déchets. Et puis au milieu de la cellule, vous avez une sphère d'environ 1 micron qu'on appelle le noyau. Et dans ce noyau, vous avez l'ADN, le génome. Et le génome, donc ce morceau, cette molécule d'ADN qui constitue le génome, en réalité, chaque cellule d'un individu a le même
le même ADN. Donc, par exemple, moi, toutes mes cellules ont le même ADN, mais par contre, deux personnes différentes ont des ADN différents. Donc, il n'y a personne ici, au sein de cette conférence Teams, là, il n'y a pas deux personnes, sauf s'il y a des vrais jumeaux, mais ce que je ne pense pas, sauf s'il y a des vrais jumeaux, il n'y a personne qui a le même ADN. Donc, cet ADN, il est différent d'une personne à l'autre, mais il est le même dans toutes les cellules d'un individu. Et cet ADN, en réalité, il sert de disque dur à la cellule. Donc, on peut considérer ça un disque dur segmenté en programmes qu'on va appeler les gènes. Et chaque cellule va utiliser une série de gènes, une série de programmes spécifiques pour son fonctionnement. Et donc, les différences d'ADN d'une personne à une autre sont tout à fait naturelles, hein, et ces différences, on appelle ça des mutations. Ces différences sont tout à fait, ces mutations sont tout à fait naturelles. Elles font que, ben voilà, chacun a une taille différente, des cheveux d'une couleur donnée, des yeux d'une couleur donnée. Donc, les variations d'une personne à une autre sont à l'origine des variations entre individus, et c'est tout à fait normal. Par contre, quand certaines de ces mutations vont toucher des parties très sensibles du logiciel ou du gène, eh bien, cela va empêcher la cellule de fonctionner normalement. Et là, on parle d'une maladie. On a une maladie, on parle d'une maladie génétique. Alors, toutes les maladies ne sont pas d'origine génétique, hein. Le Covid, par exemple, c'est une maladie virale, hein, ce n'est pas une maladie génétique. Par contre, nous, on s'intéresse uniquement aux maladies génétiques. Et pourquoi? Parce que les maladies rares, dans leur quasi-totalité, sont d'origine génétique. Alors, une fois qu'on a dit ça, quand on a commencé à Généton, on a d'abord voulu se joindre aux efforts internationaux pour comprendre la structure et comprendre, déchiffrer cet ADN. Parce que cet ADN, en réalité, c'est une structure extrêmement complexe. Alors, vous avez ici cette fameuse double hélice, hein, donc c'est la structure de l'ADN. Vous avez ici les chromosomes, puisque au sein des cellules, l'ADN est regroupé en chromosomes. Mais en réalité, vous voyez, on a cette double hélice et on a donc un long filament, ou plusieurs longs filaments au sein de cette cellule. Et ces filaments, si on les déployait complètement et qu'on les mettait bout à bout, eh bien, on a une distance de 3 mètres. Vous imaginez un fil de 3 mètres dans une sphère qui fait 1 micron. Donc, c'est un fil très fin et empaqueté de manière extrêmement compacte. Et cette molécule, en réalité, c'est la répétition de 4 motifs qu'on appelle des bases, et qu'on peut assimiler à des lettres. Donc, c'est 4 motifs chimiques qu'on désigne par des lettres A, T, G, C. Et en réalité, cet ADN qu'il y a dans chacune des cellules humaines, c'est comme un livre qui contiendrait une histoire racontée uniquement avec des A, des T, des G et des C. Alors, combien est-ce qu'il y a de lettres dans ce livre? Alors, pour vous faire comprendre le nombre important de ces lettres, d'abord poser une question, c'est combien est-ce qu'il y a de lettres dans le code pénal? Bon, j'attends pas que vous me répondiez, hein, mais réfléchissez, combien est-ce qu'il y a de lettres dans le code pénal? Ben, je vais vous le dire tout de suite, il y a 1 200 000 lettres dans le code pénal. Combien est-ce qu'il y a de lettres dans le code génétique, dans cet ADN que nous avons chacun au cœur de chacune de nos cellules? Eh bien, il y en a 6,4 milliards. Alors, 6,4 milliards de lettres, ça fait combien de codes, l'équivalent de combien de volumes du code pénal? Ça fait 5300 volumes du code pénal. Donc, dans chacune de nos cellules, il y a un livre qui est l'équivalent de 5300 volumes du code pénal. Et en réalité, une maladie génétique, ça peut être une seule erreur dans une des pages, une des lignes de ces 5300 volumes. Donc, dans un des volumes, si vous avez une maladie génétique, si j'ai une maladie génétique, c'est parce que, quelque part dans un de ces 5300 volumes, dans une page de ces 5300 volumes, dans une ligne d'une page d'un de ces 5300 volumes,
il y a une erreur, un A qui a été remplacé par un T, un G qui a disparu, voilà, une faute d'orthographe. Et ce sont ces fautes d'orthographe qui sont à l'origine des maladies génétiques. Et pour comprendre et pour pouvoir identifier ces fautes d'orthographe, eh bien, Généton a décrypté les cartes du génome humain. Alors, les cartes du génome humain, ce n'est pas la lecture complète de ces 5300 volumes, mais c'est d'une certaine manière la table des matières. Et cette table des matières, elle va nous permettre de trouver beaucoup plus rapidement les erreurs dans ces 5300 volumes. C'est un formidable accélérateur de découverte des gènes des maladies rares. Et là, vous avez les directeurs scientifiques de Généton de l'époque, hein, Jean Wessenbach et Daniel Cohen, avec le parrain, d'une certaine manière, le parrain scientifique de Généton à l'époque, qui était le prix Nobel, le professeur Jean Dosset, et devant les cartes du génome humain, tout le monde s'attendait à ce que ces cartes du génome humain soient découvertes, décryptées aux États-Unis, à New York, à San Francisco, et en réalité, c'est 2 ans après sa création, c'est à Généton, dans le laboratoire de l'AFM, du Téléthon, qu'entre 92 et 96 ont été produites ces cartes du génome humain et qui ont été ensuite données à l'UNESCO, voilà, dans un geste symbolique. Elles ont été transférées à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Et aujourd'hui, ces cartes, elles sont utilisées voilà, dans tous les laboratoires de génétique pour permettre l'identification de gènes de maladies rares. Alors ça a été la première étape de la vie de Généton jusqu'en 1996. Mais ce qui était important pour nous, c'était, au-delà de la première étape, c'était véritablement de passer de la compréhension des maladies à travers les cartes du génome et l'identification des gènes à la thérapeutique. Et la thérapeutique, c'est la thérapie génique pour nous. Alors la thérapie génique, on s'est lancé dans la thérapie génique en 97, à une époque où tout le monde nous disait « mais enfin c'est très compliqué, vous n'y arriverez jamais », à une époque où ça n'intéressait aucun laboratoire pharmaceutique, aucun investisseur, aucun financier. Et grâce au Téléthon, on a pu faire ce pari de la thérapie génique qui nous semblait le meilleur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la thérapie génique ? Ce terme peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, le principe de la thérapie génique, il est simple. C'est la mise en œuvre qui est complexe. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une faute d'orthographe dans une des pages des 5300 volumes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour tenter de guérir le patient? Eh bien, on va remplacer la page dans laquelle il y a une erreur par une page avec le bon texte. Hein, c'est assez simple. On va chercher le volume dans lequel il y a une erreur, on va regarder la page où il y a un problème, et à la place, on insère une page sans la faute d'orthographe. Et donc, en réalité, on va apporter, si je retranscris ça de manière biologique, on va apporter un morceau d'ADN à la cellule qui correspond à la zone qui est mutée, mais sans la mutation, de manière à compenser les effets de la mutation. Donc la thérapie génique, c'est apporter un morceau d'ADN, un gène, au malade. C'est la thérapie par les gènes. Mais une fois que j'ai dit ça, en réalité, la mise en œuvre est complexe parce qu'on ne fait pas rentrer comme ça des gènes dans les cellules. On ne fait pas rentrer des gènes dans les cellules, pensez-y une seconde, parce que quand on mange de la salade ou du poulet, eh bien, on ingère aussi de l'ADN de salade ou de l'ADN de poulet. Et heureusement que cet ADN de salade ne rentre pas dans nos cellules, ou l'ADN de poulet ne rentre pas dans nos cellules, parce que vous imaginez le désordre que ça créerait. Voilà, on se mettra à produire de la chlorophylle, ou bien, voilà, on aurait une tête de poulet. Voilà, je n'ose pas imaginer le résultat. Donc, les cellules, naturellement, n'acceptent pas les gènes qui viennent de l'extérieur, et nous, pourtant, il va falloir faire rentrer ce gène dans la cellule, ce morceau d'ADN dans la cellule, et pour ça, on va utiliser
un outil que nous offre la nature, et cet outil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va utiliser des composantes de virus, parce que les virus dans la nature, eh bien, ce qu'ils savent faire, c'est transporter des gènes. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les gènes du virus, mais ce qui nous intéresse, c'est des gènes qui sont les gènes thérapeutiques. Donc, on va reconstituer en laboratoire. On n'a pas de... En réalité, on ne part pas de virus normal, hein, on part simplement de... On reconstitue en laboratoire des composantes de virus qui vont nous permettre de rentrer dans la cellule, et à ces composantes de virus, on accroche le gène médicament. Alors ça, c'est très simple comme principe, mais la mise en œuvre est très compliquée, et c'est bien pour ça que beaucoup de gens nous disaient écoutez, c'est très compliqué, vous n'y arriverez jamais, ce sont des structures qui sont trop compliquées à concevoir, à mettre en œuvre, à tester. Bon. Alors, pour illustrer la complexité, j'ai envie de partager ça avec vous. Alors, ce que vous voyez là, c'est une molécule d'aspirine. Alors, une molécule d'aspirine, hein, c'est si vous prenez un cachet d'aspirine et que vous preniez un microscope extrêmement puissant, ben, vous verriez ce motif chimique répété des milliards de fois. En réalité, cette molécule d'aspirine, vous voyez, elle est très simple, hein, c'est marqué, il y a le C, c'est pour les carbones, le H, c'est pour l'hydrogène en bleu, et puis le O en rouge, c'est l'oxygène en réalité, donc c'est un mélange de quelques atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et cette aspirine, vous pouvez en fabriquer dans votre cuisine. Alors, elle serait probablement pas très pure, mais enfin bon, bref, vous pourriez en fabriquer, et puis si vous vouliez des tonnes d'aspirine, vous pourriez demander à un façonnier de vous fabriquer quelques tonnes d'aspirine, ça ne vous coûtera pas très cher. Par contre, si je regarde maintenant voilà, cette molécule d'aspirine ici en tout petit, et puis je regarde mon vecteur de thérapie génique. Ce vecteur, hein, c'est ces composantes de virus qui va permettre de transporter le gène. Alors on voit que là, on n'est pas à la bonne échelle, hein, parce que la molécule d'aspirine, elle est 10 000 fois plus petite que le vecteur, donc en réalité, on ne le verrait pas du tout. Ou bien si on gardait cette échelle pour aspirine, ce vecteur de thérapie génique, il prendrait bien plus que tout l'écran. Et alors là, pour le coup, ce vecteur de thérapie génique, il est tellement gros qu'on ne voit pas les atomes individuels, et ça, vous ne pouvez pas le produire dans votre cuisine, ça, faites-moi confiance. On ne peut pas le produire par les méthodes de la chimie, d'ailleurs, hein, comme on le ferait pour l'aspirine, mais c'est véritablement les méthodes de la biotechnologie la plus complexe aujourd'hui pour produire. Alors voilà, donc ça, la production, c'est un des éléments de la complexité. Et puis c'est surtout quand on a commencé à avoir cette idée de la thérapie génique, il y avait très très peu de gens qui savaient comment on pouvait apparier un gène, des composantes de virus, comment on en produisait assez, comment on testait ça, voilà, et comment on allait en faire les médicaments. Donc il a fallu tout inventer quand on a démarré. Et voilà, maintenant, 30 ans après, et 30 ans après notre naissance, 23 ans après notre démarrage dans la thérapie génique en 97, bien aujourd'hui, nous avons des résultats et je veux partager ces victoires avec vous. Alors, on a parlé tout à l'heure d'amyotrophie spinale infantile, hein, je vous ai montré ce film avec la petite Evelyne. Cette histoire, elle commence grâce à l'AFM. Hein. En 1987, c'est d'abord 150 familles concernées qui se réunissent sous l'égide de l'AFM pour la première collecte d'ADN au lendemain du premier Téléthon. Grâce ensuite, Généton réalise les premières cartes du génome humain, et grâce aux premières cartes et aux échantillons qui avaient été collectés en 87, le gène de l'amyotrophie spinale infantile est découvert à l'hôpital Necker par Judith Melki, financé par le Téléthon. En 2004, et Judith Melki, vous l'avez ici sur la gauche, en 2004, Martine Barkatz fait les premiers essais de thérapie génique pour l'amyotrophie spinale infantile chez des souris qui étaient atteintes d'amyotrophie spinale. Et là, vous voyez ces souris. Vous voyez sur cette partie gauche, là, en gris, c'est la durée de vie des souris non traitées. Les souris atteintes d'amyotrophie spinale infantile, la plus âgée n'a pas vécu 20 jours. Et quand Martine a traité ses premières souris avec le produit qu'elle avait conçu, eh bien, on a vu les souris vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps. Vous avez eu ici là, 180, 220, 240, et ici des souris qui ont vécu pendant plus de 300 jours.
Et pour la première fois, Martine montrait qu'avec un traitement de thérapie génique, on pouvait augmenter de manière très significative, voire normaliser, la durée de vie de souris qui étaient atteintes par la pathologie. C'était la première démonstration, et les concepts et les produits qui ont été développés à l'époque par Martine Barkatz sont devenus des publications et des brevets. Et aujourd'hui, le médicament qui est sur le marché, c'est un médicament qui insère des brevets, qui sont des brevets de Généton. Alors, autre résultat extrêmement important, c'est les résultats sur la myopathie myotubulaire liée à l'X. La myopathie myotubulaire, c'est une maladie du muscle qui se traduit par une faiblesse généralisée. 50%, alors ça touche uniquement des garçons, parce que c'est lié au chromosome X, 50% des garçons vont mourir avant l'âge de 2 ans, il n'y a pas de traitement curatif. Et depuis 2008, Anna Bush-Bello à Généton développe un médicament, a inventé un médicament, un traitement pour la myopathie myotubulaire. Alors nous, on n'avait pas les moyens de le développer tout seul, et donc on a fait un partenariat avec une société américaine qui s'appelle Audentes pour qu'elle fasse un essai clinique. Et donc l'essai clinique a été lancé en 2017, les premiers résultats qui ont été publiés, l'essai clinique est toujours en cours. Alors je vais vous montrer les premiers résultats qui avaient été obtenus par Anna chez des chiens qui naturellement sont atteints de myopathie myotubulaire, parce qu'il se trouve qu'il y a des chiens qui ont naturellement la maladie. Alors ça, je vais vous montrer. Vous allez voir un chien atteint de myopathie myotubulaire. Vous allez le voir avant et après le traitement. Come on. Alors, vous voyez que c'est un chien, en fait c'est un chiot d'une vingtaine de semaines. C'est un chiot qui est extrêmement faible. Il a du mal à se déplacer, il ne se lève pas seul. Il faut l'aider pour qu'il se lève. On essaye de l'attirer avec de la nourriture, mais il a du mal à avancer. Et ça, c'est le chien, donc, 2 semaines après avoir été traité. Ça, c'est 4 semaines après. Voilà. Je pense que les résultats sont extrêmement parlants. Je vais vous dire que la première fois qu'on a vu les résultats, que Anna m'a montré les résultats, mais j'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur? Est-ce que c'est vraiment un chien malade qu'on a traité, quoi? Bon, voilà. Enfin, on n'avait jamais vu d'effet correctif de cette nature auparavant. Alors, depuis, ce médicament a été administré à 23 patients, avec des résultats spectaculaires chez 20 d'entre eux, puisqu'il s'agit ici d'enfants qui ont besoin de respirateurs, et pour la plupart d'entre eux, ils n'ont plus besoin de respirateurs, d'enfants qui ne pouvaient pas marcher, et ceux qui ont été traités le plus jeunes sont des enfants qui aujourd'hui peuvent s'asseoir et marcher. Alors, il s'agit d'un traitement expérimental, et comme ça arrive parfois dans les traitements expérimentaux, il y a eu des effets secondaires chez 3 enfants, des toxicités hépatiques qu'on a observées uniquement chez ces 3 enfants, et qui, pour ces 3 enfants, ont conduit au décès. Et ça, voilà, ce sont des effets secondaires que les équipes essayent maintenant de comprendre. Mais je veux partager avec vous les résultats chez un petit bonhomme qui s'appelle Jules, qui est un patient qui a été traité ici en France avec ce traitement. Et je vais vous montrer le témoignage d'Anaïs, la maman de Jules. Jules a reçu son injection le 28 ou 29 janvier dernier. Ça s'est fait du coup à l'hôpital Trousseau. Le jour de l'injection, en fait, finalement, je crois qu'on ne réalisait pas tellement, parce qu'on a vécu ça un peu comme un jour de tous les jours. C'était habituel pour nous. On savait ce qui se passait, mais finalement, ça n'a pas généré vraiment grand-chose chez nous, parce que je pense qu'on a
on y a vraiment été, on n'a pas vraiment réalisé. C'est pas ton injection en fait qui a généré de l'émotion chez nous, c'est plus l'après, c'est ce qu'on vit maintenant. Et bien aujourd'hui, on est donc fin juin, ça fait 6 mois bientôt que Jules a été injecté. Je pense que l'évolution de toute façon est flagrante, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois, Jules tenait tout juste sa tête, il ne tenait pas assis, il ne déglutissait même pas sa salive, on passait notre temps à l'aspirer. Il respirait avec l'aide d'une machine, comme beaucoup, en 24 heures sur 24. On arrivait à faire des petites pauses, juste le temps des soins et de la douche. Il ne parlait pas, donc on avait commencé à intégrer la langue des signes depuis septembre avec l'aide de son AVS à l'école. Et là, 6 mois post-injection, Jules parle tout le temps. Il déglutit sa salive entièrement, puisqu'il commence même à manger par lui-même. Donc on a attaqué tout ce qui était petits suites, compotes, les petits pots pour les bébés, tout ça, ça fonctionne très bien. Les glaces encore plus. On commence à essayer d'intégrer la tenue à 4 pattes. C'est plutôt en bonne voie. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, en tout cas, on sera sur du 4 pattes au minima. Il se déplace en motilo aussi. Alors c'est une espèce de un espèce de trotteur adapté qui lui permet en fait de se déplacer avec ses jambes. Je pense qu'il ne se rendait même pas compte qu'il avait des jambes ni à quoi elles servaient. Donc voilà ce qui a changé principalement. Il n'a plus du tout d'assistance ventilatoire la journée, il n'en a plus que la nuit. Et on est en train de voir pour gentiment le sevrer sur la nuit. Ce que j'aimerais dire aux chercheurs, moi j'ai envie de leur dire d'écouter la dernière chanson de Soprano, À nos héros du quotidien. Parce que sincèrement, ça reflète vraiment ce qu'on peut nous vivre en tant que parents. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'ombre. C'est-à-dire que nous, on ne les voit pas travailler, on ne sait pas que depuis des dizaines d'années, ils passent leur temps à essayer de trouver quelque chose pour nos enfants. Et finalement, le seul truc qui est triste, c'est qu'ils ne sont même pas avec nous pour constater. Alors, ils ont des images, tout ça, mais ils ne peuvent pas vraiment constater ce que ça change dans une vie d'avoir pu bénéficier de leur travail. Pour tous les autres enfants qui sont encore en attente, il ne faut vraiment pas qu'ils lâchent parce que ça en vaut vraiment la peine. J'ai qu'une hâte, c'est que dans 6 mois, on se fasse un petit truc avec Anna Bouche-Bello et puis qu'elle puisse voir Jules et qu'elle soit choquée. Je pense que pour elle, ce sera peut-être la meilleure des récompenses de tout ce qu'elle a pu faire. Ou que Jules puisse lui dire bonjour, merci, tu as changé ma vie, quoi. Voilà, je vais partager ça avec vous. Vous parlez également d'un autre produit. Alors pour la myopathie de Duchenne, vous savez l'importance qu'on accorde à la myopathie de Duchenne. Alors c'est un produit qui a été conçu en collaboration avec l'Université de Londres, dont a pu montrer chez l'animal qu'il préservait à long terme la force et la locomotion. Ce produit, eh bien, nous avons fait la demande d'autorisation d'essai clinique en juin cette année auprès de l'Agence du médicament. Je peux vous dire que même pendant le confinement, les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour que ce dossier soit prêt. Alors nous, nos équipes étaient prêtes. Alors je peux vous dire que l'Agence du médicament est un peu, est un peu perturbée par la crise Covid et donc il n'y a pas la réactivité habituelle. Donc on attend un peu plus longtemps que prévu pour avoir sa réponse, mais bon, on espère très rapidement pouvoir démarrer cet essai clinique pour la myopathie de Duchenne. Je vais vous montrer néanmoins les résultats qu'on a obtenus chez des chiens qui, là aussi, sont des chiens qui sont naturellement atteints de myopathie de Duchenne. Alors là, on a d'abord un chien qui est non traité. Un chien de 6 mois. Donc un chien, donc vous voyez, difficulté de locomotion. Et là, donc un chien de 7 mois qui, lui, a été traité. Voilà, hop. Voilà, donc la différence est notoire, évidemment, bon, au-delà de cette simple comparaison.
nous avons publié dans une excellente revue anglo-saxonne les résultats d'une étude détaillée chez plusieurs animaux pour bien montrer la préservation de la force et de la locomotion chez les animaux. Et donc là, on espère, c'est pouvoir traiter très rapidement les premiers patients en Europe, mais également aux États-Unis. Alors, j'aurais pu maintenant multiplier les exemples, hein, et je pourrais parler pendant 3 heures, donc je ne vais pas le faire, mais les produits qui sont issus de Généton, qui sont en expérimentation clinique, alors on a parlé du produit sur la myotrophie spinale infantile, qui en réalité est sur le marché, produit pour la myopathie myotubulaire, produit pour la myopathie de Duchenne, pour lequel on devrait traiter les premiers patients, on l'espère, avant la fin de l'année. Des produits pour les myopathies et ceintures, produits pour la maladie de pompe, des produits pour des maladies du système immunitaire, avec des essais cliniques qui ont lieu en Europe et aux États-Unis. Pour les maladies du foie, pour les maladies de l'œil, il y a un produit pour la neuropathie optique de Leber qui est en cours d'enregistrement, qui est porté par une société qui s'appelle Gensight, et qui est en réalité un produit dont on avait fait le développement initial. Et puis un produit pour la drépanocytose qui est en cours d'expérimentation clinique. Voilà. J'aurais pu multiplier j'aurais pu rentrer dans le détail de chacun de ces projets, mais je ne vais pas le faire. Vous dire aussi que nos produits aujourd'hui sont testés à travers le monde. Donc voilà, ça marque bien l'empreinte qui est la nôtre. Et puis, c'est aussi un réseau de collaboration externe parmi les meilleures institutions mondiales avec lesquelles on travaille à la fois dans le domaine de la découverte et de l'innovation, dans le domaine du développement clinique, et puis l'industrialisation. Vous le savez, on a créé une structure de production qui s'appelle Hyposchésie, hein, qui est une filiale et qui est à la pointe pour la fabrication. Et vous avez compris combien la fabrication est compliquée. Et parmi les noms que vous avez ici, hein, vous avez parmi les meilleures universités américaines, anglo-saxonnes ou institutions européennes. Ça reprend, mais je vais passer rapidement là-dessus, ça reprend un peu les différentes étapes, les différentes étapes marquantes de la vie de Généton, création 90, 96, la fin de la période la dernière publication des cartes du génome, le démarrage de la thérapie génique, les premiers programmes, en 2006 le premier essai clinique, en 2010 le premier essai international, en 2016 la création d'Hyposchésie pour la production, et puis aujourd'hui en tout 8 essais en cours sur toutes les indications dont on a parlé. Ce sur quoi je veux insister aussi, c'est que tout ce qu'on fait pour les maladies rares sert également les maladies fréquentes. Quand on travaille sur la myotrophie spinale, ce qu'on fait peut également servir aux maladies neurologiques. Quand on travaille sur les immunodéficiences, eh bien, ça peut également servir aux leucémies, aux maladies du sang. Et aujourd'hui, on voit des médicaments de thérapie génique qui arrivent sur le marché pour les leucémies et qui utilisent des technologies extrêmement proches de celles qui avaient été développées à l'origine pour les bébés bulles et pour les maladies du système immunitaire. Quand on travaille sur la rétinite pigmentaire ou sur la neuropathie optique de Leber, eh bien, une maladie de l'œil, eh bien, tout ça pourra être utilisé pour les maladies oculaires fréquentes. Voilà. Donc, bien comprendre qu'au-delà des maladies rares, notre combat est également un combat d'intérêt général. J'ai maintenant fini. Alors, j'ai tenu un peu plus longtemps que prévu. Enfin, vous voyez, j'aurais pu vous en dire beaucoup. Et maintenant, je suis prêt j'espère que voilà, tout ça vous aura intéressé. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment très riche et c'est fascinant vraiment de voir en 30 ans comment les choses ont pu évoluer. Alors, on a plusieurs questions, notamment de Céline. Alors, la première question, bonjour. Je voudrais savoir si ce modèle de laboratoire, Généton, un laboratoire qui est adossé à une association de patients, est un modèle unique ou s'il existe d'autres laboratoires de ce type en France ou ailleurs dans le monde. Alors, c'est à ma connaissance un modèle unique. Alors, d'autres associations de patients, évidemment, ont pu financer de la recherche, hein, et c'était d'ailleurs, ça aurait pu être
le choix de l'AFM avec les sociétés du Téléthon en disant on va financer la recherche dans les laboratoires qui existent. Voilà, et on va donner cet argent soit à des laboratoires académiques, soit à des sociétés privées, et puis on va leur demander de faire de la recherche en espérant que ça se passe bon. En réalité, l'AFM a été, à ma connaissance, la seule à créer son propre laboratoire. Hein. Le conseil d'administration de l'AFM, eh bien, il est présidé par Laurence Tino-Herman, qui est également présidente de l'AFM. Le conseil d'administration de Généton, je veux dire, est présidé par Laurence Tino-Herman, qui est présidente de l'AFM. Donc, la présidence, la direction de Généton, c'est la représentante des malades et des familles. Et ça en fait un laboratoire unique. Alors bon, il y a un Téléthon en Italie qui a beaucoup financé des laboratoires impliqués dans la thérapie génique, hein, qui s'est beaucoup impliqué, mais qui a fait ça à distance, véritablement en finançant des structures plus académiques. Et puis il y a des associations aux États-Unis qui s'intéressent à la mucoviscidose, je cherchais le terme en français. Donc, puisque c'est l'association, c'est Association for Cystic Fibrosis, donc l'association pour la mucoviscidose américaine, qui collecte beaucoup d'argent et qui finance, elle, des laboratoires académiques. L'association contre les myopathies américaines, elle finance des laboratoires académiques. C'est donc le Généton est vraiment un modèle unique. Alors, en parlant du Généton encore, Ludovic qui nous demande alors chapitre 1, chapitre 2, et alors le chapitre 3, c'est quoi ? Oui, alors, oui, Ludovic. Alors, le chapitre 3, c'est vraiment la nouvelle génération de produits de thérapie génique. Alors, aujourd'hui, Généton, c'est plusieurs produits qui sont cliniques. C'est une dizaine de produits qui sont prêts à rentrer en clinique dans les 3 ans. Et donc, le chapitre 3, c'est à la fois étoffer le nombre de produits et le nombre de pathologies auxquelles on s'adresse, mais c'est aussi répondre aux défis de la thérapie génique qui ne sont pas tous résolus. Hein. Vous avez vu les effets spectaculaires de la thérapie génique, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux auxquels il faut répondre. Alors, les enjeux, qu'est-ce qu'ils sont ? Que sont-ils ? Les enjeux, c'est encore d'améliorer l'efficacité des produits, de trouver des produits de deuxième génération qui soient plus efficaces, plus spécifiques. Et ça, on le fait en jouant sur les composantes des virus qu'on va injecter, essayer de les concevoir de telle manière à ce qu'elles viennent très spécifiquement cibler les organes qui nous intéressent. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément sur lequel on travaille aussi beaucoup, c'est la possibilité de réinjecter ces médicaments. Parce que réfléchissez-y, ces médicaments, en fait, quand on les injecte dans l'organisme, ils ressemblent beaucoup à des virus. Et donc, quand on injecte un virus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une réponse, il y a des anticorps, il y a une immunité. Alors, ceux qui n'ont pas entendu parler de l'immunité contre les virus n'ont pas allumé leur radio depuis le 17 mars, jour du confinement. Hein. Donc, quand on administre un virus, il y a une immunité qui fait que on a du mal on ne peut pas le réadministrer. Donc, une réadministration ne sera pas efficace. Et on voit que là, on a des effets qui sont des effets de très long terme, hein, avec plusieurs années de recul sur les patients traités, mais on se dit aussi que ces enfants atteints d'amyotrophie infantile, ils vont grandir et qu'un jour, ils auront peut-être besoin d'être retraités. Et, enfin, on espère qu'ils vont grandir, hein, et ils auront peut-être un jour besoin d'être retraités. Et pour pouvoir les retraiter, il va falloir bien comprendre ce qui se passe en termes de réponse immunitaire. Et donc, nous, ce qu'on veut, voilà, c'est à l'inverse de tous ceux qui font des vaccins, hein, qui cherchent des vaccins, donc cherchent à stimuler la réponse immunitaire, nous, on cherche justement à faire l'inverse. On cherche parce qu'une fois qu'on a administré le produit, on a d'une certaine manière vacciné les gens contre le produit, on cherche à les dévacciner. Bon. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Ça, c'est de l'immunologie assez fondamentale et assez complexe. Et on a aujourd'hui quelques stratégies. On a publié récemment un article là-dessus. Bon. Et on espère, voilà, non pas en 2021, mais peut-être en 2022, tester une stratégie de dévaccination, voilà, qui permettrait de réinjecter, mais alors je vous rassure, c'est des vaccinations juste sur ce produit-là, hein, et qui permettrait juste de réinjecter ce produit. Et puis le troisième point, c'est la production de ces médicaments, qui est extrêmement compliqué. Hein. Aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, ce sont des produits complexes et les produire demande
on produit des virus et on nous dit, ouais, mais bon, des virus, vous n'êtes pas les seuls à faire des virus. Dans les vaccins, il y a aussi des virus. On dit, oui, oui, dans les vaccins, il y a des virus, mais dans les vaccins, vous savez combien, dans une dose de vaccin, combien il y a de particules virales, combien il y a de virus? Il y en a 1 million. Bon. Nous, dans une dose de produit de thérapie génique pour la myopathe du chêne, il y a 10 puissance 15. Alors, 10 puissance 15, ça fait quoi? Ça fait 1 million de milliards de particules. Donc, vous comparez 1 million de particules pour le vaccin et 1 million de milliards de particules pour un produit de thérapie génique pour la myopathie du chêne. Donc, il faut en faire 1 milliard de fois plus. 1 milliard de fois plus, on ne va pas faire 1 milliard de fois plus d'usines. Hein, ça ne marcherait pas. Donc, il faut trouver des méthodes, des technologies qui nous permettent de monter à l'échelle. D'une certaine manière, sur cet aspect de production, il faut qu'on passe de la bougie à la LED. Voilà, il faut faire les ruptures technologiques qui nous permettent de rendre ça simple, reproductible et peu coûteux. Parce que ça sera très cher. Donc voilà le chapitre 3. Si on se reparle pour les 40 ans, alors d'abord, il y a une chance que ce ne soit pas moi, on va dire, il y a un risque, peut-être que ce ne soit pas moi, ou une chance que ce ne soit pas moi qui vous parle à ce moment-là. C'est ça qu'on aura exploré et ce seront les chemins qu'on aura défrichés d'ici là. Alors, une question encore de Céline. Est-ce que les vecteurs pour amener le gène dans le noyau sont les mêmes pour chaque pathologie? Alors oui, ça c'est une autre question. On a vraiment des questions très pertinentes. Alors, les gènes, les vecteurs ne sont pas les mêmes. Alors on travaille avec deux grandes classes de vecteurs. On travaille avec des vecteurs qu'on dit AAV, donc c'est des virus adéno-associés. C'est des petites structures dont je vous ai montré des petits virus, enfin relativement petits, qui correspondent à aucune maladie. En fait, ils ne correspondent à aucune maladie. On ne sait pas très bien à quoi ils servent. Ils ont sûrement une utilité parce que des structures qui existent comme ça dans la nature, il y a toujours. Enfin bon, bref, donc ils correspondent à aucune maladie connue donc ces vecteurs-là AV, on va l'utiliser pour les maladies du muscle, pour les maladies de l'œil, pour les maladies du système nerveux. Ce sont les vecteurs qu'on va utiliser. Alors, en fonction du type d'ailleurs de maladie, c'est pas forcément le même. Il y a des sous-types de vecteurs AAV, donc ce qu'on appelle des sérotypes différents qu'on va utiliser. Et puis, il y a une autre grande catégorie de virus qu'on appelle les lentivirus. Alors, l'antivirus, en réalité, c'est des virus qui sont assez proches du virus du sida. Donc, évidemment, ce n'est pas le virus du sida qu'on utilise, hein, c'est le virus du sida qu'on va utiliser pour les maladies du système immunitaire. Vous savez, le sida, c'est une maladie du système immunitaire, c'est un virus qui pénètre bien les cellules du système immunitaire. Et donc, on va utiliser cette capacité de ce virus à rentrer dans les cellules du système immunitaire pour traiter les maladies du système immunitaire. Donc voilà les deux grandes classes, l'antivirus, autrement dit virus du sida, ou virus adéno-associé, voilà. Et pour les virus adéno-associés, plusieurs sérotypes. Alors, une dernière question de Céline encore, qui décidément est très intéressée par le sujet. Il s'est passé 30 ans entre la carte du génome et les premiers traitements. Est-ce que ce délai va pouvoir se raccourcir désormais? Oui, alors 30 ans, oui, alors en fait, les cartes du génome, c'est la fin de les cartes du génome, c'est 96, hein, et les premiers traitements, les premiers essais cliniques, c'est 2010. Hein, donc c'est 14 ans entre la fin des cartes du génome et les premiers essais cliniques. Alors c'est peut-être même un peu moins, 2006, premier essai clinique, mais c'est un premier essai clinique. C'était pour montrer une preuve de principe, c'était pas encore pour traiter. Mais enfin, on va dire, premier essai clinique pour traiter, c'est 2010. Donc c'est 14 ans, et voilà. Et puis, depuis 2010, les choses se sont beaucoup accélérées. C'est-à-dire que, voilà, 2010, premier essai clinique, aujourd'hui, 8 médicaments en essai clinique, 10 médicaments prêts à rentrer en essai clinique, et évidemment, tout ce qu'on apprend pour un médicament, on va l'utiliser pour le reste. Donc, en effet, il y a une phase d'accélération. Et dans les 5 ans qui viennent, il va se passer beaucoup plus de choses, il y aura beaucoup plus de médicaments que dans les 30 ans qui viennent de s'écouler, absolument.
Parfait. Eh bien, c'était la dernière question. Il est 19h31. Je pense qu'on est vraiment bon en termes de timing. Merci beaucoup, Frédéric. C'était vraiment passionnant, très riche et très pédagogique. Merci à tous les participants. Merci pour vos questions. Merci pour tous vos commentaires et vos remerciements que je lis là dans la conversation. Les apéros labo, ça continue. Il y en a demain, vendredi soir et puis samedi. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site fêtedelaScience.afm-téléthon.fr pour voir le programme. Je vais poster le lien tout de suite après dans la conversation. Et puis, bonne nouvelle, le Téléthon aura bien lieu cette année. Il a lieu les 4 et 5 décembre. Donc, on vous donne rendez-vous pendant le Téléthon. Et puis, vous pouvez aller voir le programme et puis aussi découvrir encore plus de l'émission de l'AFM et ce qu'on fait au quotidien sur le site afm-téléthon.fr. Et là aussi, je vais aller poster ce lien dans la conversation juste après avoir raccroché. Ce chat était enregistré, donc il sera rediffusé en replay sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez loupé un morceau, ou n'hésitez pas à diffuser aussi dès demain. Normalement, il devrait être sur YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous. Frédéric, ton micro est coupé. Voilà, merci beaucoup à tous, en France et au Canada, puisque je vois que nous avons un participant outre-Atlantique. Voilà, au revoir. Merci beaucoup à tous, au revoir.